Comment le vit-on quand son père est un dictateur? Bonjour, je m'appelle Masha Borzunova, agente de l'étranger selon les autorités russes et votre guide dans le monde insensé de la propagande du Kremlin. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très important, les enfants. La fille de Kim Jong-un, dont le prénom présumé est Kim Jun-hye, fréquente moins les aires de jeu avec son père que les entrepôts de missiles et les défilés militaires. Quant au plus jeune fils du dictateur biélorusse Alexandre Loukachenko, il est affectueusement surnommé Kolenka sur TikTok. Depuis son enfance, Nikolaï Loukachenko accompagne son père dans tous ses déplacements. Il est considéré comme son principal héritier et joue régulièrement du piano lors d'événements patriotiques. Et puis il y a aussi Vladimir Poutine et ses filles, devenus riches grâce à de l'argent public, comme vous le découvrirez plus tard. Et les autres alors? Il y a 3 ans, lorsque la Russie a décrété la mobilisation générale, des opposants de la chaîne YouTube Popular Politics ont appelé en direct des fils de hauts fonctionnaires pour leur demander quand ils partiront sur le front. Et voici ce qu'a répondu Alexei Michoustine, le fils du Premier ministre russe. Bonjour, ici le commissariat militaire. Si vous êtes prêt à partir au combat dès maintenant, je vais pouvoir cocher une case pour simplifier la procédure. Pour être honnête, j'ai pas encore envie de me battre. Voici la réponse de Nikolai Peskov, le fils de Dmitri Peskov, porte-parole du gouvernement. Comprenez ma situation. Je suis monsieur Peskov. Ce que vous dites n'est pas tout à fait exact. Je n'ai pas allé au front. Mais bref, je vais régler ça à un autre niveau. La plupart des Russes n'ont pas autant de chance et sont envoyés au front. Ceux qui tentent de fuir le payent cher et risquent l'emprisonnement et la torture. J'ai passé 5 ans dans une école militaire et ça m'a permis de comprendre que ce système était pourri de l'intérieur. Je m'appelle Alexandre, j'ai 27 ans, j'ai été officier dans l'armée russe. Aujourd'hui, je suis déserteur. Quand on étudie dans un établissement d'enseignement militaire, on doit signer un contrat qui nous lie pendant la durée de la formation et pour 5 années supplémentaires. La guerre a officiellement commencé quand notre colonne interminable de véhicules a franchi la frontière de l'Ukraine. Mais pour moi, elle a vraiment commencé quand on est passé devant les postes de contrôle détruits. Rien n'a été annoncé. On s'est mis en route et c'est tout. Ça ressemblait à un déplacement de troupes, mais en réalité, c'était une invasion. J'étais opérateur radio. Je m'assurais que les lignes restent fonctionnelles. Je n'étais pas un soldat d'assaut qui courait avec un fusil. Je ne rentrais pas les coordonnées des cibles. J'assurais la liaison, c'est tout. Une fois, avec le commandant de mon bataillon, on s'est caché sous un char pendant que l'artillerie ukrainienne nous attaquait. Les tirs étaient interminables. 4 heures ont dû s'écouler peut-être. Il y a eu plusieurs fois où j'ai failli dire adieu à la vie. Alors on se pose des questions du genre « Qu'est-ce que je fais là? Comment j'ai fini ici ?» Après, on se rend compte qu'on est en désaccord avec tout ce qu'on fait. On essaie de se rebeller, mais c'est impossible, parce qu'on est déjà dans une zone de combat. Et si on fait un pas de travers, on se fera éliminer par ses camarades. Du coup, j'ai commencé à chercher un moyen de quitter légalement la zone de combat et l'Ukraine. Il y a pas mal de gens qui se sont blessés avec leurs propres fusils et qui ont pu être évacués. Moi, je suis parti en permission et je ne suis jamais revenu. J'ai pris conscience que j'étais obligé de quitter la Russie.
Au bout d'un mois et demi au Kazakhstan, j'ai appris que j'étais recherché au niveau national et international. Il fallait donc qu'on obtienne des documents délivrés par un pays tiers qui serait prêt à nous accueillir pour des raisons humanitaires. J'ai trouvé un groupe de déserteurs avec lesquels je continue à travailler. Ensemble, on s'est demandé qui pourrait nous aider. On savait tous très bien que si on retournait en Russie, on serait renvoyé sur le front ou emprisonné en tant que traître à la nation. C'est là qu'on a eu l'idée de créer un projet opposé à la guerre et destiné aux soldats, pour les aider à déserter. C'est comme ça qu'est né l'adieu aux armes. Je vous invite à déposer vos armes et à rentrer chez vous. Dans le cadre de notre première action, on a mis le feu à un uniforme militaire russe recouvert de symboles. C'était notre manifeste. Aujourd'hui, on aide le plus de déserteurs possible à se mettre en sécurité. C'est une liste de 50 000 déserteurs. On ne sait pas à quelle catégorie ils appartiennent, ni quel est leur statut actuel. Au front et en Russie, les déserteurs peuvent être envoyés dans des caves ou des salles de torture. Ces lieux ont même une appellation officielle, les centres d'hébergement pour soldats qui ont temporairement perdu leur aptitude au combat. Là-bas, ils subissent toutes sortes de choses. Ils sont électrocutés, torturés, aspergés d'eau froide. Il y a des simulations d'exécution, des violences physiques et sexuelles. Une fois, après avoir frappé et torturé quelqu'un, ils m'ont envoyé faire le ménage. Le plafond était recouvert de sang. Les gens sont prisonniers dans ces sous-sols en pierre éclairés par une ou deux ampoules. Derrière la clôture, il y avait une sorte de fosse commune pour ceux qui n'avaient pas survécu à leur rééducation. Une fois, ils m'ont emmené là-bas à des fins soi-disant pédagogiques. Ils ont fait semblant de m'exécuter. Tu ne veux pas faire la guerre? On va te fusiller. Ils font toute une mise en scène. Il faut se mettre devant la fosse. On les entend armer leurs fusils. Après, on se rend compte qu'ils ont tiré à blanc. C'est bon? T'as compris? Oui. Après, j'ai été affecté à l'unité Storm, qui opère sur le front. Je me suis retrouvé soldat d'assaut sur la ligne 0. C'était une punition réservée aux réfractaires. Oui. Une punition mortelle. Je m'appelle Georgi Avaliani. J'ai été mobilisé en 2022, puis j'ai déserté l'armée russe. Je suis un déserteur. J'étais ingénieur en chef dans une entreprise de construction. Je ne pensais pas pouvoir être mobilisé. J'ai 2 diplômes d'études supérieures et j'en préparais un 3e. Je menais une vie normale avec ma famille. Je suis marié, ma femme et moi, on s'est rencontrés durant nos études et on a 3 enfants. Le bureau de recrutement militaire m'a appelé pour me dire de passer. On est beaucoup à s'être fait piéger comme ça. Sur place, on m'a donné une convocation. Combien de personnes ont refusé d'aller sur le front? De mes propres yeux, j'ai vu des dizaines de personnes refuser d'aller faire la guerre. Pas loin de 100. Ils finissaient par s'enfuir au bout d'une semaine ou de 10 jours. La première fois que j'ai essayé de m'enfuir, c'était avec quelques camarades.
des pauvres types comme moi. Des hélicoptères tournaient au-dessus de la zone pour que personne ne s'échappe. Ils nous ont repérés et ils ont ouvert le feu. Ils ont tué 2 d'entre nous, puis les gardes-frontières sont arrivés pour récupérer les survivants. J'ai été profondément choqué quand j'ai vu les nôtres tirer sur nous. Ça a détruit toutes les idées que je me faisais sur le monde. Vous avez réussi à traverser cette guerre sans tirer finalement? Oui, Pas une seule fois. même si on m'avait tiré dessus, je n'aurais pas répliqué. Comment votre famille a réagi à votre désertion? Plutôt mal. Mais c'était surtout les parents éloignés et les cousins. Ils disent que je suis un traître. En Russie, le mot déserteur a une connotation négative. Je suis un déserteur, mais je n'en ai pas honte. Au contraire, j'en suis fier. C'est un acte de résistance contre ce qui se passe actuellement. Pourquoi les Russes vont faire la guerre? Enfin, ceux qui y vont. À cause de la propagande et de l'argent promis. La motivation est principalement financière. On leur promet plus de 30 000 € contre une petite signature sur un bout de papier. Et c'est largement suffisant pour séduire une grande partie de la population russe. Une bagatelle pour les enfants des hauts fonctionnaires russes. Car cet argent, ils n'en ont pas besoin. Et pour échapper à la mobilisation, ils peuvent compter sur leurs relations. Les élites ne sacrifient jamais leur progéniture. Et ça se vérifie en Russie. Depuis plus de 3 ans de guerre contre l'Ukraine, ce sont les enfants des classes populaires qu'on envoie au front, pas ceux des hauts fonctionnaires. L'exemple le plus parlant reste la Tchétchénie, une région autonome dirigée par Ramzan Kadyrov. Dès le début de la guerre, Kadyrov a envoyé ses fils en tournée très médiatisée de 4 jours près du front pour souligner leur engagement militaire. Et à leur retour, il les a décorés pour leur bravoure. Avec ses 27 décorations et médailles différentes, Adam Kadyrov est aujourd'hui devenu un mème sur Internet. À seulement 17 ans, il occupe déjà 4 postes bien distincts au sein de la République de Tchétchénie. Aux États-Unis, des proches de personnalités politiques ont également fait la une des journaux. Tout d'abord, il y a eu le scandale autour de Hunter Biden, le fils de l'ancien président américain. Condamné lors d'un procès pénal, il a ensuite été gracié par son père alors que ce dernier avait promis de ne pas le faire. De retour à la Maison-Blanche, Trump a dénoncé cette grâce qu'il considère comme une violation de la justice. Pourtant, Trump avait gracié le promoteur immobilier Charles Kushner lors de son premier mandat. Quant à Jared Kushner, le gendre du président, il participe officieusement à des affaires gouvernementales pour promouvoir ses projets d'investissement. Et l'un de ces projets fait particulièrement scandale. Il s'agit du Trump Hotel de Belgrade, qui devait voir le jour à la place de l'ancien état-major de l'armée, bombardé par l'OTAN en 1999 et depuis considéré comme un mémorial. Le 24 mars 1999, l'OTAN a bombardé Belgrade et d'autres régions du pays pour forcer les troupes serbes à se retirer du Kosovo. Ce conflit a entraîné la destruction de plusieurs bâtiments importants, tels que l'ancien état-major de l'armée yougoslave. Aujourd'hui encore, cette attaque reste un sujet très controversé. Certains la justifient et d'autres la considèrent comme illégale. Pour le projet du Trump Hotel, le gouvernement serbe a délibérément retiré au bâtiment son statut de monument historique. Mais l'engagement de militants et de défenseurs du patrimoine a permis de prouver que cet acte officiel avait été falsifié. Le président serbe Aleksandar Vučić nie ces allégations malgré les confirmations du parquet. Derrière ce projet se profile aussi un risque de conflit d'intérêts. Certaines décisions américaines concernant la Serbie pourraient directement ou indirectement profiter aux affaires de la famille Trump. En effet, l'autorisation de construire cet hôtel a été obtenue grâce à l'ancien ambassadeur américain en Serbie, Richard Grenell.
Mais ce projet de Trump Tower pose également un problème éthique, le bâtiment d'origine ayant une valeur historique. De nombreux citoyens considèrent sa démolition comme un mépris de la culture de mémoire. Nous n'avons rien contre la construction de cet hôtel en soi, mais il doit être bâti là où la loi l'autorise. Or, notre législation interdit de construire quoi que ce soit sur le site de l'ancien état-major yougoslave. Et nous sommes ici pour faire respecter la loi. Je m'appelle Valentina Moracevic, je suis étudiante en conservation et restauration des biens et membre d'une initiative pour sauvegarder l'ancien état-major. Nous nous sommes constitués en association peu après le début des manifestations étudiantes, il y a près d'un an, suite à l'effondrement du toit de la gare de Novi Sad. Ce drame a fait 16 morts. Très vite, on a appris que le gouvernement serbe s'apprêtait à retirer à l'ancien état-major son statut de monument historique, et ce en violation de la Constitution et sans même avoir consulté certaines institutions spécialisées. Nous, les jeunes habitants de Belgrade, nous ne sommes pas opposés à l'évolution de la ville. Bien au contraire, nous voulons qu'elle se développe, mais pas au détriment de son centre historique. La construction de cet hôtel est une affaire privée, et personne ne sait qui en tirera vraiment profit. Selon notre législation, un monument historique ne peut perdre son statut que s'il est détruit. Or, le bâtiment est toujours debout. Son déclassement n'a donc aucune base légale. Un nouveau directeur a été nommé à la tête de notre institut. Peu après, il a publié un document portant sa signature, visant à retirer le statut de monument historique à l'ancien état-major de l'armée yougoslave. Mais c'était un faux document, et il l'a envoyé au gouvernement. Outre sa valeur architecturale, ce bâtiment présente aussi un devoir de mémoire. Décider de le faire disparaître s'apparente à une manipulation de l'histoire. Depuis mon enfance, je suis consciente des choses horribles qui se passent dans le monde, y compris des problèmes auxquels nous sommes confrontés ici. Mon père a participé à la guerre, dès 1991. J'ai grandi en écoutant les histoires des personnes qui ont traversé cette période. Ce qui m'a le plus marqué dans ces récits, c'est ce bombardement. À force d'en entendre parler, j'ai l'impression d'y avoir assisté moi-même. À l'époque, les gens vivaient comme si de rien n'était. Les enfants jouaient dans les arrière-cours, les femmes cuisinaient en attendant la sortie de l'école, mais tout le monde savait qu'à chaque instant, une bombe pouvait éclater et tout détruire. Je peux vous poser une question? On discute souvent avec les militaires qui montent la garde devant l'ancien état-major. Et on leur demande toujours s'ils ont entendu parler de la construction de l'hôtel de Trump. En général, ils sont au courant et nous soutiennent. Mais ils sont persuadés qu'ils ne peuvent rien faire et que ce projet ne dépend pas d'eux. C'est une grave erreur. Et beaucoup de Serbes pensent comme eux. Notre patrimoine culturel appartient aux citoyens de ce pays, et non à ceux qui occupent des sièges au Parlement. Notre mission, c'est défendre ce site sur le plan juridique et sensibiliser les citoyens quant à leurs droits. Le 24 mars 2025, ça faisait 26 ans que l'OTAN a lancé les bombardements. Ce jour-là, on s'est rassemblés devant l'ancien état-major pour se souvenir de cet événement et le dénoncer.
On a aussi voulu attirer l'attention des médias d'opposition américains. Suite à notre manifestation, ils ont rapporté que des étudiants serbes s'opposaient au projet de Jared Kushner. Ce dernier a déclaré à plusieurs reprises que l'avenir du Trump Hotel était incertain, parce qu'il ne souhaitait pas être impliqué dans des activités illégales. Le parquet en charge des crimes organisés mène une enquête sur cette affaire. Oui, quoi? Rien. Continue. Vas-y. La corruption dans le domaine de l'urbanisme et de la construction existe hélas depuis des années en Serbie. Même notre patrimoine culturel est évalué en fonction de sa valeur marchande au mètre carré. Ce site est aujourd'hui l'un des plus prisés de Belgrade, voire de Serbie, car on peut y construire des appartements et gagner beaucoup d'argent. L'action des États-Unis et du gendre du président américain comporte à mes yeux une dimension politique. Cet accord entre Jared Kushner et le gouvernement serbe a été scellé dans le plus grand secret et délibérément caché au public. On va maintenant observer 16 minutes de silence en mémoire des 16 victimes qui ont perdu la vie dans l'accident du 1er novembre 2024 à Novi Sad. Tous les documents relatifs à ce drame n'ont toujours pas été rendus publics. Mais ce que les experts ont pu consulter révèle de nombreuses erreurs et négligences et laisse supposer des faits de corruption. En Russie, les valeurs familiales traditionnelles sont très estimées. Mais que sait-on réellement de la famille de Vladimir Poutine? Divorcé depuis déjà 12 ans, le président russe parle très peu de ses enfants et petits-enfants. Je vous l'ai dit, j'ai des petits-enfants et ça me rend très heureux. J'aime beaucoup passer du temps avec eux. C'est tout. Ça suffira. Grâce à des journalistes d'investigation russes, nous savons que la famille de Poutine est non seulement riche, très riche, mais qu'elle s'immisce également dans les affaires de l'État. Mais chaque chose en son temps. Vladimir Poutine a 2 filles issues d'un précédent mariage, Maria et Katerina. La plus jeune est née à Dresde à l'époque où son père travaillait encore pour le KGB. À leur retour en Russie, les 2 filles parlaient allemand entre elles. La fille aînée de Poutine, Maria, a longtemps vécu aux Pays-Bas avec son premier mari. Après l'annexion de la Crimée en 2014, elle est retournée en Russie et siège aujourd'hui au Conseil national des technologies génétiques. Elle a récemment obtenu des subventions pour un projet de recherche sur le renouvellement cellulaire visant à promouvoir la santé et la longévité. Sans doute pour aider son père à rester au pouvoir encore plus longtemps. Selon nos informations, Katerina, sa fille cadette, aurait vécu quelque temps en Allemagne avec son compagnon Igor Zelensky, alors directeur du Ballet national de Bavière. De retour en Russie, elle a pris la direction d'une fondation dédiée aux nouvelles technologies. Katerina aime à parler de souveraineté technologique. Et même Vladimir Solofiev, le propagandiste du Kremlin, semble dépassé par le sujet. Je vais vous parler d'un mécanisme complexe et très particulier. Et dans le cadre de ce modèle, plusieurs entreprises technologiques sont déjà en train de... Merci, Katerina Vladimirovna. Vladimir Poutine aurait peut-être aussi une 3e fille, illégitime, Elisaveta, mais son existence n'a jamais été confirmée officiellement. Pourtant, nous autres, les journalistes russes, savons qu'Elisaveta existe vraiment. Avant la guerre, elle a même fait parler d'elle publiquement. Sous le pseudonyme de Louisa Rozova, elle était très active sur les réseaux sociaux et y étalait sa vie luxueuse. Elle n'a pourtant jamais commenté les rumeurs sur sa parenté avec Poutine et semblait même parfois exploiter ce mystère à son avantage. Louisa Rozova est née en 2003. C'est son pseudo sur Instagram. En réalité, elle s'appelle Elisabeta Krivonogir.
Moi, c'est Denis Kataïev et je suis journaliste pour Docht, un média russe indépendant en exil. Louisa Rozova a mené une vie de bohème, faite de soirées dans les clubs moscovites où elle mixait en tant que DJ. C'était sa passion. La plupart du temps, elle portait un masque, ce qui la rendait encore plus mystérieuse. Mais on voyait tout de même ses yeux qui ressemblent vraiment à ceux de Vladimir Poutine. Avant la guerre, elle publiait régulièrement sur Instagram des contenus en rapport avec la mode et donnait de petites interviews. J'avais l'impression qu'elle se réjouissait de l'attention qu'on lui portait et qu'elle s'en servait à des fins marketing. Et ça, c'est moi, Louisa. J'adore la mode, mais je suis contre les étiquettes. J'ai réalisé une interview en visio avec Louisa pour un magazine dédié à la jeunesse. Elle portait un masque et on a convenu de parler uniquement des thèmes abordés en général dans le magazine. Elle s'est révélée être une personne pro-européenne et amoureuse de Paris. Elle m'a confié qu'elle y passait beaucoup de temps, mais qu'elle aimait aussi rentrer en Russie. Dans l'ensemble, elle m'a répondu très sincèrement, y compris à la question la plus importante que je lui ai posée à la fin de notre entretien. Je lui ai demandé « Si vous vous trouviez face à Poutine, qu'est-ce que vous lui diriez ?» Elle a marqué une longue pause d'environ 20 à 30 secondes avant de répondre « Pourquoi ?» C'est tout ce qu'elle avait à lui demander. J'ai ressenti de la douleur dans sa réponse. Elle semblait préoccupée par ce qui s'était passé dans leur relation. Et à mon avis, ça peut indirectement confirmer qu'ils ont un certain lien de parenté. On était amis sur Instagram, mais après le début de la guerre, le 24 février 2022, tous nos messages ont été supprimés. Son compte Telegram a aussi été bloqué. J'ai plus eu accès à sa page Instagram, comme beaucoup d'autres personnes apparemment. Avant la guerre, elle avait déménagé à Paris pour étudier à l'ICAR, une école de management culturel. Aujourd'hui, on a tous le droit de savoir si son train de vie est assuré par l'argent du Kremlin et de Vladimir Poutine. Le mode de vie des familles des dirigeants russes illustre leur duplicité. Ils affirment une chose, mais leurs actes prouvent le contraire. Les journalistes ont maintes fois révélé l'identité de la compagne cachée de Vladimir Poutine. Il s'agirait d'Alina Kabaeva, une championne olympique de gymnastique rythmique. De 31 ans sa cadette, elle affirmait déjà dès son adolescence vouloir être une épouse fidèle. Je suis née en Ouzbékistan et j'y ai reçu une éducation très stricte. Je respecte toujours les hommes. Il vaut mieux se taire et écouter ce que disent les hommes pour ensuite agir à notre manière. Aujourd'hui, Alina Kabaeva préside le conseil d'administration du Groupe national des médias, une holding qui contrôle les plus grandes chaînes de télévision de Russie. Kabaeva s'est récemment vue imposer plusieurs sanctions internationales en raison de sa proximité supposée avec Vladimir Poutine. C'est également le cas de sa grand-mère, car son nom figure sur de nombreux titres de propriété offerts à sa famille par des hommes d'affaires proches du Kremlin. Selon plusieurs sources, Kabaeva et Poutine auraient 2 fils, Ivan et Vladimir Junior, qui vivraient dans des résidences surveillées entourées de nounous et d'entraîneurs sportifs. Mais ce ne sont pas eux qui nous intéressent, car après tout, les enfants ne sont pas responsables de leurs parents. Le véritable scandale, c'est que le luxe dans lequel ils vivent est financé par les contribuables.